On a sollicité EcoAct parce qu'on était tombé sur plusieurs articles faisant référence à leurs études sur voilà, cette évaluation de la vulnérabilité des écoles maternelles face aux évolutions climatiques. Et on s'est dit, ça serait intéressant d'entendre leur retour de cette étude, pourquoi ils ont fait ça et quelles sont finalement leurs conclusions par rapport à cette étude. Donc je vais laisser Valentin et Marie présenter EcoAct. Très bien, merci beaucoup Claire et merci beaucoup pour l'invitation. Donc peut-être juste quelques mots pour représenter un petit peu EcoAct. Claire l'a dit, donc on est un cabinet de conseil qui existe depuis à peu près une petite vingtaine d'années, spécialisé sur les enjeux justement de stratégie climat et de transformation vers des organisations vers un monde bas carbone. Ce qui fait que du coup on propose à la fois à des acteurs privés et des acteurs publics, voilà, un ensemble de services qui vont de la mesure d'empreinte à la définition de stratégies de transformation et d'adaptation justement aux conséquences du changement climatique. Voilà, donc on compte à peu près 300 consultants répartis dans 9 pays, donc 160 en France avec des bureaux notamment à Paris, Lyon et Bordeaux. Et on appartient depuis l'année dernière au groupe du coup Schneider Electric. Voilà un petit peu pour présenter EcoAct. Pour présenter en fait un petit peu les éléments de contexte sur pourquoi on a voulu justement publier cette étude, en fait, il nous a paru, nous, donc c'est une étude qu'on a publiée, à l'été 2023. Donc c'est une année particulière, été 2023, parce que ça venait justement après l'année 2022, où c'était l'année où il y avait eu les très forts incendies. C'était une année aussi qui était considérée comme une année historique en termes justement de manifestation des effets du changement climatique. Et en fait, on a voulu réaliser cette étude parce que on a souvent une perception un petit peu globale du changement climatique. Finalement, on a des notions sur une élévation des températures moyennes, sur les risques niveaux globaux. Et l'objectif de cette étude, c'était justement d'apporter des éléments plus précis, avec peut-être un périmètre plus restreint, mais plus spécialisé pour vraiment produire de la connaissance, et en particulier sur les sujets des écoles, qui pour nous est un sujet clé parce que les publics en fait des écoles sont un public qui est considéré comme vulnérable justement, c'est-à-dire particulièrement exposé aux impacts que peut être le changement climatique. Ça relève également des sujets en lien avec justement les inégalités d'accès à l'éducation et le fait que c'est un enjeu à la fois majeur pour des collectivités comme les communes, puisqu'elles ont la principale compétence, et que ça nous paraissait aussi très opportun. C'est aussi intervenu en écho, comme le disait Claire, avec une actualité où il y avait eu ce rapport justement du Monde, alors qui est sorti en parallèle de l'étude. C'est marrant, c'était pas concerté, mais il y avait justement ce focus qui montrait que, en effet, les écoles étaient plutôt inadaptées au changement climatique et aussi qu'on avait finalement très peu de données disponibles concernant à la fois l'état des écoles, leur exposition et finalement leur capacité à s'adapter aux conséquences du changement climatique. On a voulu se concentrer en fait sur les écoles maternelles parce que je le disais, ça s'adresse à un public qui est particulièrement vulnérable. Lorsqu'on parle des écoles maternelles, donc ce sont les écoles qui arrivent avant l'école élémentaire, donc à partir de 3 ans. Pour nous, c'était voilà un public qui était particulièrement vulnérable. On aurait pu faire aussi une école. On s'était posé la question, par exemple, sur les établissements recevant des personnes âgées ou des personnes atteintes d'un handicap. Mais voilà, pour des raisons de disponibilité de données, on s'est basé plutôt sur ce système-là. Et aussi, c'était intéressant parce que finalement, les écoles, c'est aussi un système sur lequel les collectivités, notamment les communes, peuvent avoir des leviers justement pour intervenir, et que ça fait aussi appel à de la concertation territoriale, travailler avec les directeurs d'établissement, aussi avec d'autres parties prenantes de l'État. Voilà. Si je reviens un petit peu peut-être sur la méthodologie finalement de l'étude. Alors juste sur le risque climatique, je vais pas revenir dessus. Vous l'avez présenté Claire. Mais ce qui est très important, c'est en fait, nous, notre étude, elle se concentre vraiment sur l'exposition. C'est-à-dire qu'on a supervisé à partir de données très précises d'implantation des écoles, donc les données GPS qu'on a récupérées à partir de la base de données du ministère de l'Éducation Ramsès. On a croisé finalement ces données GPS avec des modèles climatiques via un outil qui s'appelle Eclair, dont je vous parlerai juste après,
qui permet d'avoir une visualisation physique des effets des aléas climatiques. Donc ça permet de voir finalement combien d'écoles et de les spatialiser sont exposées à tel aléa climatique. Et finalement, pour avoir une appréhension globale du risque, il convient ensuite de croiser ces informations-là d'exposition avec la vulnérabilité. Mm. Donc, vulnérabilité, il y a finalement deux critères un petit peu en dessous. C'est à la fois la sensibilité, à quel point les caractéristiques techniques des bâtiments qui font qu'elle va être plus ou moins réceptive justement à l'exposition aux aléas, et aussi de voir ses capacités d'adaptation. Est-ce qu'une école a déjà mis en place déjà des mesures d'adaptation qui vont finalement atténuer les effets de ce risque. Donc on reviendra sur les limites de l'étude. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas eu l'occasion, nous, de vraiment creuser sur la sensibilité, la capacité d'adaptation propre de chaque école, justement, faute de données. Donc sur la méthodologie, je le disais, on a utilisé en fait un outil interne d'EcoAct qui s'appelle Éclair, en fait, qui est une plateforme qu'on utilise qui permet de diagnostiquer justement les aléas climatiques selon différents scénarios. Les scénarios du GIEC, on reprend justement les indicateurs climatiques. Donc il y a une quarantaine d'indicateurs climatiques qui sont ceux justement préconisés par l'Union européenne pour justement évaluer les différents indicateurs climatiques auxquels peuvent être exposés des systèmes. Et c'est une plateforme dans laquelle justement on peut, à partir de données très précises sur ben, les sites, les coordonnées GPS, mesurer pour chaque site finalement à quels aléas ils sont les plus exposés. Et ce qui permet ainsi de mesurer globalement pour une organisation, un territoire, un degré d'exposition. Voilà, ça se base sur les données climatiques qui sont les plus à jour, donc les modèles Cordex, avec une résolution relativement précise puisque c'est une échelle de 12 km. Et c'est une plateforme voilà, qu'on propose nous lors de nos prestations et qui s'enrichit au fur et à mesure par nos équipes en charge de données climatiques. Et donc pour revenir un petit peu plus justement sur le périmètre peut-être de l'étude avant que Marie puisse vous présenter des premiers résultats. Donc je le disais, on a voulu se concentrer en fait sur les écoles maternelles, donc les écoles qui interviennent avant l'école pardon élémentaire et qui ne comprend pas donc les écoles primaires qui sont les écoles qui sont à la fois qui comportent des classes maternelles et des classes justement élémentaires. On a fait ce choix justement pour se baser sur les données qui étaient à la fois les plus disponibles et les plus fiables et ça permet quand même d'avoir une vision sur l'exposition de 2 millions d'élèves à la fois en métropole mais aussi dans les départements et les collectivités d'outre-mer. On a voulu se concentrer sur trois aléas climatiques en particulier. On s'est concentré sur les aléas climatiques c'est les aléas qui impactent déjà la France et qui sont à la fois répandus sur le territoire français, mais aussi différents entre eux. On aurait pu aussi se concentrer sur d'autres aléas, retrait, gonflement des argiles, inondations, etc. Mais voilà, c'était un petit peu un choix de notre part de prendre trois aléas assez différents et qui permet d'avoir une vision globale à l'échelle de la France. Quand on parle de vague de chaleur, on a regardé cet aléa sous deux aspects, à la fois la fréquence, c'est-à-dire le nombre de vagues de chaleur auxquelles vont être exposés justement les territoires par rapport à un scénario de référence, un nombre de vagues de chaleur qu'ils avaient précédemment. Et c'est aussi leur intensité, c'est-à-dire à combien de températures finalement vont atteindre ces vagues de chaleur pour certains territoires. Donc on a regardé 35 degrés, on avait aussi au-dessus de 40 degrés. On a également regardé justement les aléas sur les feux de forêt en se basant sur l'indicateur justement Fire Weather Index, qui est en fait un indicateur climatique qui considère les conditions météorologiques propices à un départ de feu ou à son aggravation. Et enfin, on a regardé l'aléa d'érosion côtière qui se matérialise concrètement par un retrait du trait de côte avec justement des pertes sur les matériaux côtiers comme les plages, les dunes, les falaises, etc. On s'est concentré aussi en termes de scénario climatique sur justement le scénario RCP 8.5, donc qui est le scénario considéré comme le plus pessimiste, mais qui est finalement cohérent avec la trajectoire de réchauffement climatique, de référence du réchauffement climatique du plan national d'adaptation au changement climatique, donc la fameuse TRAC. J'imagine que vous en avez entendu parler.
C'est particulièrement important puisque le plan national d'adaptation au changement climatique prévoit que toutes les stratégies d'adaptation et même les documents de planification devront intégrer cette track, c'est-à-dire une trajectoire commune de référence, pour s'assurer que justement soit bien intégré le rythme de réchauffement climatique, ce rythme-là de réchauffement climatique. Et enfin, en termes d'horizon de temps, ce qu'on a fait, c'est une projection donc sur une période future, qui est une période, je dirais, de moyen terme. En sciences climatiques, on mesure toujours cela sur des échelles de temps. Donc ici, c'est 2021-2040, avec un horizon de temps qui est finalement assez proche, qui est 2030. Et on a comparé cela à une période de référence qui est elle aussi sur une période de 30 ans, qui est 1971-2000. Donc ainsi, les résultats que donc Marie va vous montrer tout de suite, c'est vraiment une comparaison entre le climat qu'on peut probablement voir à horizon 2030-2040 en comparaison avec ce qu'on a observé à la fin du siècle précédent. Alors justement, Marie. Parfait, merci pour la transition. Alors, si on entre un peu dans le vif du sujet, si on regarde les résultats, donc sur l'exposition des écoles en Gironde, on a dans notre portefeuille, dans notre base de données, on avait 304 écoles qui ont été analysées dans le cadre de l'étude. Et comme le disait Valentin, pour les vagues de chaleur, on est allé analyser deux indicateurs différents. Donc le premier à gauche, c'est l'intensité. Donc là, la question qu'on s'est posée et qu'on se pose quand on analyse cet indicateur, c'est combien d'écoles seront exposées à un risque de vagues de chaleur qui seront supérieurs à 35 degrés par an. Et donc, comme on le disait, quand on analyse l'évolution des aléas climatiques, on regarde déjà dans la période de référence quelle était la situation. Donc là, pour ce qui est du département de la Gironde, dans la période de référence, donc 1971, année 2000, on n'avait aucune école qui était exposée à un risque de vague de chaleur de plus de 35 degrés. Ce qui veut dire qu'il y avait des écoles exposées à des risques de vagues de chaleur, mais elles étaient moins intenses que 35 degrés. C'était généralement dans les 33, 34 degrés maximum. Par contre, quand on se projette dans le futur, donc comme on le disait entre 2021 et 2040, si on regarde dans la moyenne des modèles, donc les résultats moyens des différents modèles climatiques, on voit qu'en Gironde, on a 188 écoles qui seront exposées à des vagues de chaleur de plus de 35 degrés, ce qui représente 61% des écoles du département. Donc il y a une vraie évolution liée à cette intensité. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ça ne veut pas dire que le reste des écoles ne seront pas exposées à un risque de vague de chaleur. Elles sont toujours exposées à un risque, mais ces vagues de chaleur seront moins intenses. Elles seront entre, là encore, 33, 34 ou 35 degrés. Par contre, si on regarde dans le maximum des modèles, donc les modèles climatiques, certains ont des données qui vont être maximales par rapport à d'autres. Là, on a 301 écoles, donc sur les 304, qui seront exposées à des vagues de chaleur de plus de 35 degrés. Et si on zoome à l'intérieur de ces écoles, on en a 109 qui seront exposées à un risque de plus de 37 degrés. Donc là, c'est ce que les résultats nous permettent d'analyser. Si on regarde au niveau de la carte, vous avez la représentation du nombre d'écoles par département qui seront exposées à un risque de vague de chaleur de plus de 35 degrés, donc en 2021-2040. Et on voit qu'à l'échelle nationale, le département de la Gironde, c'est celui qui compte le plus d'écoles qui seront exposées à ce risque. Donc ça nous permet d'avoir une première compréhension de l'évolution de cet aléa pour le département de la Gironde et de sa situation en termes de nombre d'écoles par rapport aux autres départements aussi. Ça, c'est ce qui concerne l'intensité des vagues de chaleur. On peut aussi regarder ce qu'il y a à droite, c'est la fréquence des vagues de chaleur. Donc là, on va se demander combien de jours par an les écoles ou les départements connaîtront avec des vagues de chaleur. Donc là encore, si on regarde l'évolution entre la période de référence et la période future, pour ce qui est de la Gironde, on voit qu'en moyenne, on a une multiplication par 2 du nombre de jours de vagues de chaleur par an, et ce qui se traduit donc à l'horizon 2040 par en moyenne 3,3 jours de vagues de chaleur de plus dans l'année par rapport à la période de référence. Et donc ces 3,3 jours supplémentaires, ils placent le département relativement dans la moyenne au niveau français. On voit que voilà, sur la carte, on est dans une couleur vraiment dans la moyenne par rapport aux autres départements. On voit que les départements qui auront des jours supplémentaires
Au-delà de ces 3,3, ça va plutôt être dans le sud-est de la France, en Corse aussi, où on a des valeurs qui vont atteindre plus de 5, 6 ou voire 7 jours de vagues de chaleur par an, en plus par rapport à la période de référence. Et enfin, si on se concentre sur les 304 écoles girondines, il y en a en tout 280 qui connaîtront ces 3 jours de plus, enfin qui seront exposés 3 jours de plus dans l'année à des vagues de chaleur. Et parmi ces écoles-là, il y en a 90 qui auront un risque de connaître 7 jours de plus de vagues de chaleur par rapport à la période de référence. Donc là, c'est une représentation via la moyenne, mais il faut bien garder en tête que à l'intérieur du département, certaines écoles seront exposées plus ou moins à cette hausse de jours de vagues de chaleur annuelle. Ça, c'est pour l'aléa vague de chaleur. Si on regarde l'aléa érosion côtière, donc là, l'idée, c'était de se demander combien d'écoles seront exposées à une érosion côtière d'ici 2050. Là, les modèles climatiques, c'est une petite particularité liée à cet indicateur. Ils se concentrent sur l'horizon 2050. Et il y a aussi une notion d'ampleur du phénomène, c'est-à-dire est-ce que le risque va être d'une érosion côtière, d'un recul du trait de côte de 50 mètres ou de 100 mètres ou plus. Et donc là, à gauche de la slide, vous avez des extraits cartographiques de notre plateforme Éclair où alors c'est un peu petit, mais plus on a des points foncés, plus l'exposition est forte. Et donc on peut voir vraiment au niveau du bassin d'Arcachon, il y a 3 écoles dans le département qui sont exposées à ce risque érosion du trait de côte. Et donc, si on regarde au niveau du graphe global, avec donc l'ensemble des départements concernés, on voit qu'en France, on a 23 départements qui comptent des écoles exposées à un risque d'érosion du trait de côte à l'horizon 2050. Le département de la Gironde fait partie des 9 départements qui détiennent des écoles exposées à ce qu'on appelle un risque extrême. Et donc là, la différenciation entre le risque extrême et le risque fort. Le risque fort, c'est tout simplement un recul qui est compris entre 50 et 100 mètres du trait de côte. Là où le risque extrême, ça va être plus de 100 mètres. Donc les 3 écoles du département qui sont exposées à ce risque, elles sont exposées à un risque extrême de recul du trait de côte. Et enfin, si on regarde le 3e aléa qu'on a étudié, c'était l'aléa feu de forêt. Donc là, l'idée, c'était, on se demande combien d'écoles seront exposées à un risque de départ de feu. Là, c'est de nouveau à l'horizon 2040. Et comme on le disait, l'idée, c'est de regarder le nombre de jours dans l'année avec des conditions propices à un départ de feu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le graphe que vous voyez apparaître sur la partie gauche, il n'y a pas le département de la Gironde, tout simplement parce que le département ne compte pas d'écoles exposées à un risque fort ou extrême. Là, nous, on a vraiment voulu mettre en valeur les risques forts et extrêmes, sachant que ces risques-là, donc un risque fort, c'est on a entre 2 et 3 mois par an avec des jours propices au départ de feu. Un risque extrême, c'est on a plus de 3 mois par an où on a ce nombre de jours exposés à un départ de feu. Ça concerne, pour ce qui est d'un risque fort et extrême, ça concerne 12 départements en France. Par contre, pour le département de la Gironde, vous avez le focus à droite, on est plutôt on a 94% des écoles de l'échantillon qui sont plutôt concernées par un risque moyen à fort. Le risque moyen à fort, c'est entre 1 et 2 mois avec des jours qui ont des conditions propices à un départ de feu. Et donc, ça concerne 286 écoles sur le département. Mais là, donc, l'idée, c'était au niveau des principaux constats de notre étude à l'échelle française. Donc, on peut aller à la slide suivante. On a essayé de résumer ça en 3 principaux constats. Le premier, c'est que ce qu'on observe, c'est que le changement climatique, il est inévitable. Pourquoi inévitable ? Parce que selon les différents modèles et pour tous les aléas climatiques qu'on a étudiés, il y a des changements qui sont déjà à l'œuvre entre la période de référence et la période proche, 2021-2040, voire 2050 pour l'érosion côtière. Et ces changements, ils sont de nature à s'amplifier. Donc, ça nous amène à dire qu'il est nécessaire d'agir dès maintenant et de mieux anticiper ces impacts. Notre second constat, il est lié au caractère protéiforme du changement climatique et inégal. C'est ce qu'on a vraiment observé sur les 3 aléas étudiés. C'est qu'on voit que le territoire français, l'ensemble du territoire est concerné par le changement climatique, par un ou plusieurs aléas. Mais les impacts, ils vont différer d'un territoire à l'autre. On peut avoir des territoires qui sont exposés particulièrement fortement à un aléa,
ou d'autres territoires qui vont être exposés à 3, 4, plus d'aléas encore, mais de manière moindre. Donc là, l'idée, c'est que l'adaptation, elle doit être vraiment globale et systémique, et elle doit se concentrer sur les systèmes les plus vulnérables. Donc là, c'est ce qu'on disait, on s'est concentré sur le public qui était les enfants de maternelle. Mais voilà, il y a une idée dans l'adaptation de vraiment prioriser les efforts à fournir suivant le niveau d'enjeu. Et enfin, le troisième constat qu'on a pu dresser, c'est que l'impact du changement climatique, il va fortement dépendre de la vulnérabilité des systèmes concernés et des capacités d'adaptation. Donc là, c'est vraiment la deuxième composante du risque. Ce qu'on vous a montré, nous, c'était vraiment l'exposition donc à des facteurs externes, aux aléas climatiques. Et là, ce qui me manque, entre guillemets, c'est des données liées à la vulnérabilité des systèmes. Donc, une fois que je sais que mon école est située sur tel territoire et que donc elle est exposée à ces aléas, est-ce que j'ai la connaissance liée à sa capacité d'adaptation? Est-ce que le bâtiment est isolé? Est-ce qu'il a été rénové récemment, etc. Toutes ces caractéristiques vraiment intrinsèques, école par école. Ça, ce sont des données qui sont pas encore disponibles, donc encore insuffisantes pour vraiment comprendre l'ensemble du risque climat lié aux écoles. Et donc, c'est un travail à enrichir. Ce qui me permet d'ailleurs de faire la transition avec les limites de notre étude. On pense que c'est important quand même de souligner qu'il y a quelques limites. La première, donc c'est ce que je viens de dire, c'était qu'on a réalisé vraiment une analyse de l'exposition et pas de la vulnérabilité. Donc, pour qu'elle soit complète et qu'on ait vraiment le risque climat complet, il serait nécessaire d'étudier ces fameuses caractéristiques intrinsèques liées à chaque école ou à minima à un échantillon d'école. L'idée de cette étude, c'était vraiment de produire des connaissances nouvelles, mais c'est vraiment avoir en tête, ce n'est pas un état des lieux qui est exhaustif au niveau français. On a sélectionné 3 aléas pour parler de ces différents aléas et voir un peu les différences, mettre en lumière les différences d'exposition au niveau français. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les 3 aléas auxquels le territoire est le plus exposé. Et ça ne veut pas dire que d'autres aléas comme les inondations, que ce soit côtières ou par ruissellement ou débordement de cours d'eau, ou les risques liés au retrait-gonflement des argiles ne sont pas importants et impactants. Voilà, c'est vraiment un choix méthodologique qui a été fait de notre part de se concentrer sur ces 3 aléas-là. Et enfin, la dernière limite, c'était, je pense, le choix de l'horizon de temps. Donc, comme on l'a dit, on s'est concentré sur un horizon relativement proche, donc 2021-2040. On aurait aussi pu choisir d'aller regarder plus loin. Il y a des horizons à 2040-2060. Ce qui est important pour envisager une adaptation dans le temps plus long. Donc voilà, ça c'était au niveau des principales limites. Et finalement, si on passe à la dernière partie, oui. Une fois qu'on a dressé ce constat, que faire quelles actions mettre en œuvre pour limiter l'impact ou en tout cas mieux anticiper la gestion de ces risques. Alors là, ça c'est la deuxième partie de notre étude. C'était essayer d'identifier par aléa des pistes d'action qui sont parfois à la main des communes, des collectivités, parfois à la main des directions d'école. Donc par exemple pour les vagues de chaleur, ce qu'on retrouve, ça va être tout ce qui est rénovation, isolation et donc adaptation globale des bâtiments, tout en évitant ce qu'on appelle la maladaptation. L'exemple clé quand on parle de maladaptation, c'est la climatisation, avec l'idée que la climatisation, ça refroidit l'intérieur, mais ça a tendance à réchauffer l'extérieur, puisque utiliser des climatiseurs, ça conduit à émettre des gaz fluorés, donc qui sont des gaz qui émettent des grandes quantités, qui émettent des gaz à effet de serre particulièrement réchauffants. Donc là, il y a un enjeu d'adapter le bâtiment, mais plutôt au niveau de ses caractéristiques, son enveloppe thermique, etc., ses caractéristiques techniques. Il y a tout ce qui est les actions liées à la végétalisation, donc à la fois des bâtiments, des toits, des murs, ou de la végétalisation et de l'aménagement des espaces extérieurs. Donc là, on a la notion de courroisis qui revient, qui est relativement mise en place dans plusieurs écoles en France maintenant, avec l'idée de créer vraiment des espaces de fraîcheur au sein des écoles. Là aussi, toujours en anticipant
enfin en tout cas en évitant la maladaptation. Végétaliser, ça veut aussi dire des besoins en eau pour entretenir ces espèces. Et c'est aussi un enjeu de réflexion lié à avec quelles espèces je végétalise, étant donné que le climat change. Voilà, en gros, prendre en compte vraiment les conditions futures pour s'assurer que les espèces qu'on plante aujourd'hui seront viables et voilà, vivantes dans un climat futur. Il y a aussi tout ce qui est installer des ombrières dans les cours et aux abords des écoles. Il y a des mesures qui peuvent être plus organisationnelles, comme réorganiser les horaires, décaler le temps de travail, mutualiser les salles, par exemple, pour en rafraîchir certaines. Vraiment essayer d'optimiser ça, sachant que l'adaptation organisationnelle, ça demande généralement une réflexion plus systémique. Le décalage des temps de travail, c'est pas forcément faisable étant donné les contraintes familiales ou de travail des parents, etc. Donc ça demande ce sont des actions qui vont demander une réflexion plus globale. Si on regarde sur l'aléa feu de forêt, là les actions, elles vont pas être à la main des directions d'école, c'est plutôt tout ce qui concerne la gestion durable des forêts. Donc là encore, il y a une question d'adapter, de diversifier les essences, d'ouvrir aussi les milieux, développer ce qu'on appelle des forêts mosaïques, où on a une alternance entre les milieux qui font que quand on a la survenue d'un feu de forêt, il va se propager moins rapidement. Là aussi, on a ce qu'on appelle l'adaptation organisationnelle. Donc là, ça va être plutôt réfléchir aux moyens alloués à la gestion des forêts, à la coordination entre les différents acteurs, et également des mesures de gestion de crise, avec par exemple les exercices de gestion de crise, donc de mise en situation, etc. Et finalement, si on regarde sur l'aléa érosion côtière, donc il y a déjà des stratégies locales de gestion du trait de côte. Il y en a une d'ailleurs il y en a plusieurs sur le département de la Gironde qui sont dans les communes les plus exposées, avec différentes actions à l'intérieur de ces stratégies, comme le fait d'aménager de manière souple le cordon dunaire, planter des espèces qui vont permettre de contenir en tout cas le phénomène d'érosion, et d'autres actions qui peuvent être de plus grande ampleur, comme tout ce qui est lié à la relocalisation pour les écoles qui sont placées relativement proches du trait de côte. Et finalement, donc ça, ce sont des actions un peu spécifiques par type d'aléa. Et finalement, ce qu'on voit dans l'encadré bleu, c'est qu'on a aussi des actions qui sont plus transversales, avec par exemple le fait de renforcer les connaissances liées au risque climat. Donc là, ça va être l'idée des diagnostics de vulnérabilité du territoire qui sont de plus en plus réalisés en France, et le PNAC va de plus en plus inciter les acteurs à la fois publics et privés à en réaliser. Et donc là, c'est donc ajouter à la brique exposition aux aléas, ajouter cette brique vulnérabilité pour avoir une connaissance plus précise des enjeux et pouvoir, là encore, prioriser l'action. Un autre pan d'action, ça va être la formation des agents, des élus, voilà, sensibiliser, former les personnes pour avoir ce qu'on appelle un réflexe adaptation. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand on réfléchit au budget annuel d'une collectivité, se poser la question pour chaque dépense est-ce que cette dépense est exposée à un risque climat? Est-ce qu'il y a un lien avec l'adaptation? Est-ce que ma dépense, elle va dans le bon sens? Et finalement, un dernier plan d'action, ça va être changer l'organisation et les pratiques. Réfléchir à une gouvernance de l'adaptation. Ça peut être à la fois à l'échelle du territoire ou de la collectivité. Avoir des référents qui soient chargés du sujet. Et voilà, et créer toujours un lien avec les différentes parties prenantes, puisque c'est vraiment un sujet qui mérite de s'attarder sur le côté concertation du territoire, pour avoir une action qui soit efficace. Merci beaucoup, Marie. On voit bien que les solutions existent, hein. C'est vrai qu'elles sont de différentes natures. Là, on voit des solutions organisationnelles, mais ça peut être fiscal, effectivement, réglementaire. Donc les solutions, elles existent. Après, c'est vrai que la problématique, c'est que les élus doivent arbitrer, et pour cela, il faut bien qu'ils soient accompagnés pour pouvoir avoir vraiment tout le spectre effectivement des vulnérabilités, de l'exposition, et pouvoir prendre des bonnes
des bonnes solutions pour des bonnes adaptations et qui n'aillent pas vers des maladaptations. Merci beaucoup Marie et Valentin pour tout ce travail et puis d'avoir fait l'effort de faire un focus sur la Gironde. C'est très très gentil de votre part. Je précise juste du coup que l'étude, elle est disponible, elle est en ligne. J'ai partagé les liens justement dans le chat. Et aussi, on a mis dans un lien, donc là, on a fait un petit focus sur la Gironde, mais il y a également une annexe dans lequel chaque département peut voir justement le nombre d'écoles concernées par rapport au volume d'écoles global sur chaque ELEA. Donc c'est intéressant parce que ça permet aussi, vous disiez Claire, il est important de prioriser encore plus dans un contexte de finances publiques contraint qu'on connaît tous. Et donc ça donne à voir finalement où seraient un petit peu des priorités d'action à mettre où seraient les priorités d'action à mettre justement dans les prochaines années. Voilà, donc les 2 études sont disponibles gratuitement, plus cette petite annexe qui permet de voir justement le nombre d'écoles exposées, le détail par département et par aléa. Et juste pour mentionner que c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur le sujet et trouver des cartes effectivement où on prend en considération école ou établissement scolaire et risques naturels, en fait, c'est très très compliqué. J'ai demandé à l'État. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas voulu me les donner parce que c'est un peu confidentiel, ou est-ce que ça n'existe pas? Mais c'est assez étonnant et c'est pour ça que c'était très intéressant d'avoir votre étude parce que voilà, vous avez essayé de confronter ces deux paramètres et de trouver aussi des pistes de solutions pour un élu qui pourrait être adapté à sa situation, quoi. Merci beaucoup, Valentin et Marie. Parfait. Un grand merci encore pour l'invitation et bon webinaire. Voilà. Et puis, il faut savoir que ce webinaire est enregistré. Donc, voilà, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris, vous pouvez vous le repasser. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.